Je suis partie. N'importe comment. Mal. Comme à chaque fois que s'exerce contre une vie rangée, le fléau qu'on appelle décision, et qu'on laisse à l'autre la maison vide sur les bras. J'ai dit « je pars », et précipitant presque au hasard des choses à moi dans des sacs, j'ai quitté l'appartement. Finir, c'est bâcler. Je suis partie sans parvenir à m'expliquer. Pour dire quoi? À propos des fins, n'importe quelle version est un faux, et je n'ai rien trouvé sur le moment. Rien d'assez fort ou d'assez clair, rien surtout qui fût à la hauteur de l'événement. Défaire sa vie. Je suis partie, c'est tout. Non, pas c'est tout, je sais. J'ai quitté un homme, un foyer et un lieu. Personne ne part et c'est tout. Ou alors c'est autre chose, des enlèvements, des gens qu'on retrouve plus tard, morts. Je suis partie comme tout le monde, sans réfléchir, secouée par l'instinct de survie dont je ne sais pas grand-chose. C'est ce sursaut mécanique ou animal, souvenir de temps fossiles et rigoureux qu'on trouve une fois touché le fond. Fond de la tristesse, de l'ennui, fond de l'épuisement d'être à deux, de l'attente que quelque chose arrive. À quoi ressemble ce qui désormais se pétrifie dans mon dos et le temps accompli? Je ne sais pas. Pas d'écrire si vite 8 ans auprès d'un homme, ou pas maintenant. Je sais qu'hier, il y avait quelqu'un pour porter le nom des choses humaines, dont le retrait soudain a liquidé mes forces en 5 minutes. Le nom de compagnon, le nom de soutien, le nom d'ami parfois, le nom d'écoute et le nom d'allié, le nom d'avenir et celui de permanence. Évidemment, le nom ne fut pas toujours la chose, mais c'était tant, considéré en regard de rien, murmure déjà ma fatigue à ma viscérale terreur d'être seule. Je me fais pleuvoir des questions réalistes comme des claques. À mon âge et vu mes limites, quitter un type qui ne vous tape pas dessus relève-t-il ou non de la démence? Invoquer sérieusement le désamour, pauvre folle, n'est-ce pas vivre dans un roman, planer? Avoir à soi son homme sapiens et le jeter comme une ferraille, mériterais-je à nouveau la clémence de l'univers? Je pense mal car je pense coucher. Depuis le grand saut, je demeure sur le dos, sur un lit, dans un hôtel bien, sur Booking. 2180 expériences vécues. Les couples apprécient particulièrement son emplacement. Moi aussi. Le moderne, rue Sedaine, a pour seul intérêt d'être situé à 50 mètres de ma précédente adresse, où reste mon enfant, qui doit dormir dans son lit, qui n'est pas un paquet, qu'on ne pose pas en attendant au premier étage d'un bouclard juste bien, sur Booking. Personne n'y vient. Je vis couchés ces jours d'après l'accident, retranchés et muets qui portent un nom, l'état de choc. Pas dormir, pas manger, pas bouger. Une chose acide m'attaque avec méthode depuis l'heure où j'ai pensé « je suis libre ». Je cherche en moi un endroit encore ouvert à la tranquillité, mais tout est brûlé vif. La liberté qui me gagne est un supplice, c'est dommage. Il faut croire que femme rompue n'était pas à ma portée. Je mesure l'importance de ma structure de conjointe au cratère qu'elle ouvre en s'effondrant. Trop tard. Alors bien sûr, j'aurais pu mieux faire que cette précipitation hallucinée, anticipée, épargnée, mais là d'où je viens, lignée de filles malgré tout préparées au devoir, je reste gauche dans l'art de penser à ma gueule. Partir, les femmes chez nous n'ont jamais osé, sauf une. Elle a quitté la maison, elle est morte 3 ans plus tard. Ma grand-mère, sa mère à elle, il lisait d'obscures logiques ou la main de Dieu. Mamie avait établi le rapport entre mort et divorce comme ça, un jour, au gré d'un bavardage au retour du cimetière, découvrant dans un apaisement affreux la preuve funeste que les autres, les scotchés, avaient bien fait. Les hommes, oui, les hommes quittaient la maison, d'accord, et encore. Il a quitté la maison, je crois qu'il va quitter la maison. Attention, papa va quitter la baraque. Et quand papa aura quitté la baraque, on fera comment? Des mots, menaces en carton, refrain. J'avais vu en revanche, vraiment vu,
Mon père, déserté sans prévenir, la poussière sur les roues de la bagnole, et ma mère, après ça, manquait de devenir dingue. Je n'avais pas bougé, ni ma sœur. Mon père et ma mère, on les avait regardés, apathiques, se terminer, et les rosiers devant la maison n'avaient pas frémi au passage définitif de la caisse. On n'y croyait pas. Personne ne quitte en vrai la maison. Cinéma. Un son de type alarme retentit quelque part dans la chambre et je crois m'entendre. J'aurais tout à fait pu apprendre ce cri-là en 6 jours. Il s'agit cependant d'un appel de la réception. Suivant le protocole d'interaction client, un employé me demande au téléphone si je passe un agréable séjour. En règle générale, la personne prend ensuite un instant pour renseigner les critères de satisfaction de mon séjour en enfer. Et comme je suis restée très floue quant au nombre de nuits, ose s'informer de la suite. Resterez-vous parmi nous jusqu'à la fin de la semaine ? Parfois, c'est un autre employé, différemment formé, qui, sur un registre plus électronique, émet un « doit-on prévoir une recouche ?» Énoncé qui a l'avantage de faire disparaître la personne accablée au profit d'un projet de lessive, nous évitons les sensibleries et de se croire irremplaçables. Aujourd'hui, au téléphone, une voix complètement inconnue. Le nouveau veut savoir si j'ai l'intention de bouger cet après-midi. Intention, bouger, on me parle allemand. 10 minutes plus tard, quelqu'un arrive et me vire de la chambre, qu'il faut tout de même nettoyer. Voilà pourquoi l'hôtel. Que quelqu'un m'appelle et que quelqu'un me secoue. Du reste, il est 16h15. Lou va sortir. Me rendre à l'école puis en revenir constitue désormais toute ma vie active. Pile à l'heure devant l'école, j'attrape ma fille au vol parmi d'autres canaris. Lou aura 6 ans dans l'été. Elle est grande et calme, refuse que je porte son déjà pesant cartable et ça m'arrange. Désormais, chaque jour avec elle, je vais au square taper dans un ballon, manger des gâteaux secs, mimer l'ordinaire maternel. Ensuite, poussant la balle du square jusqu'à mon ancienne porte, stoïque et abruti, je reconduis ma fille dans l'appartement qui fut le mien en empruntant l'escalier. Pas croiser les voisins dans l'ascenseur, pas avec ma tronche, pas avec la leur affichant ce qu'ils en pensent et craignent pour eux-mêmes. Lou court se boucler dans sa chambre, m'annonçant un spectacle dans l'heure. Je dois patienter. Je patiente. D'être entrée là, je redeviens placide et normalement ventilée. Je suis chez moi comme une idiote. Mais ce n'est qu'une impression. J'aurais disparu dans 2 heures. Chaque jour, à partir de 16h35 et jusqu'à 18h50, je reviens faire la mer à l'endroit du trou que j'ai laissé en partant. Bien des gens pensent que rien que ça, s'infliger quotidiennement la torture de rentrer chez soi quand ça ne l'est plus, évoluer sur le lieu du sinistre en affectant la décontraction devant la gosse qui doit rejouer tous les soirs à 18h50 le départ de sa mère, rien que ça, Michel, voudrait le coup de voir un médecin. Les gens sont marrants. Qui ne normalise à chaque instant la normale ? Qui a mieux ? Ce n'est pas maladif, c'est en attendant. Bientôt, je pourrai accueillir Lou dans mon propre appartement. Notre nouvelle maison, lui dis-je, dessinant dans l'air de vastes chambres claires et la cuisine américaine qui nous espère quelque part, tandis que je ne les cherche pas. 1 an plus tôt. Cet appartement, son frigo, ses horloges, ses cris, pas les miens. Cris d'usage d'un homme sans vraie colère, mais dont crier pour rien est la langue apprise. 1 an plus tôt, j'y suis encore, très occupée par mon existence de dame, tâchant en tout de faire mieux, recevoir, arroser, respirer, réussir. Non, réussir appartient aux hommes et aux années 80. Réussir, j'aurais l'air d'une plouque. Moi, je suis appliquée, patiente, comme d'un autre siècle, celui des calèches. Je suis lente et j'aime longtemps mes amours, mes murs. J'ai peur des éclats, du bruit des moteurs. J'ai l'instinct des lieux sûrs. Mon naturel est craintif. Ma mère dit bourgeois. 1 an plus tôt, à mon insu, le mouvement commence. Quitter commence par la peau. La peau part en premier.
Si rompre évoque l'action instantanée, le coup sec, c'est en réalité, comme toute torture qui se respecte, long, dégueulasse, épidermique. « Maman, viens voir !» Je rejoins Lou dans sa chambre, son monde. Il est actuellement peuplé de sylvanians, rongeurs hauts de 5 cm en salopette et mocassins, qu'elle dirige dans des dramatiques familiales en 2 actes, crise et dénouement, ventriloquant leurs déclarations lapidaires. Ce soir, une souris interpelle un lapin à propos du dîner de leur bébé écureuil. 1 fois, 2 fois, puis du lapin s'élève le glapissement de la raison. « C'est fini, oui, je suis au téléphone !» Et toutes les bestioles vont se coucher côte à côte dans un gant de toilette en éponge. Rideau. « Tu veux voir un autre épisode ?» Lui répondent quelques notes de Satie, le Piccadilly. Une alarme programmée sur mon téléphone m'annonçant à 18h45 l'arrivée imminente de l'employé de Sirius, sorte de technologie suisse faite femme, surgissant méthodiquement à 18h40 en hurlant « Coucou !» juste avant de claquer une seule fois la porte, pourtant rétive, d'une poussée impeccable et suffisante. L'alarme, c'est Satie qui dit « File ». Chaque jour, quand l'employé déboule, dans mon vieux monde, payé pour m'en sortir et attendre seul avec Lou le retour du père, je suis déjà dans l'entrée, remise sur mon pied de guerre. Coucou! J'embrasse Lou, mais ce soir, elle se pend à mes manches. Nous n'avons pas suffisamment joué avec les souris et les petits lapins. Me voici sur le palier. J'entends Lou sangloter et la brave dame efficace évoquer un bain, une histoire. Les histoires, c'est moi, connasse. Quelque chose a pris le dessus sur le réflexe mal appris de déguerpir. J'ai sonné une seconde fois, songeant c'est cruel, c'est n'importe quoi. Lou s'est jetée dans mes bras. « Tu restes ?» Elle doit penser « Voilà, c'est maintenant !» Écroulement par forfait de la volonté dissidente de maman qui craque et revient. Mais non, et rebelote l'étreinte, l'odeur, le baiser. La gosse octandait « Encore un peu !» et vlant la porte qui merde, qu'il faut claquer 2 fois. Voilà, c'est ça qu'on fait. Soit dit à ceux qui n'ont jamais quitté le tableau, à ceux qui subissent et qui se demandent, à ceux qui resteront à tout prix, dont je me dis à cet instant, le poing dans la bouche, qu'ils ont raison. C'est pas humain. TGV 7686, voiture 7, place 53. Douce compression du cœur gauche, atteint d'un rare sentiment, être à sa place. Je suis à ma place pour 3 heures. J'ai commencé bien des choses dans les trains, des livres et des amours, mais c'est une autre histoire. Les voitures ondulent et bientôt communiquent à mon corps la torpeur que j'attends et pourquoi je paierais même pour aller nulle part. J'aime tant le rail que les pires métaphores sensuelles et organiques me viendraient à son endroit. Il n'est pas prudent de poursuivre. Le carré est inoccupé puisqu'à 15h un mardi, le trajet Paris-Épinal n'est pas des plus courus. Bientôt 2 souvenirs occupent les sièges. J'imagine Lou, place 54, bercée. Son attention qui va d'un coloriage à la vitre et qui bientôt s'y fixe. J'entends son babillage dont l'habitude aura bientôt raison, tandis qu'en face, à la 55, Sirius s'endort. Ce qui toujours le tourmente, enfin laissé ailleurs. Lui aussi, le train l'apaise. Je contemple 2 fantômes et soudain, je sens leur chaleur. Mais ce n'est que la mienne qui me quitte. J'ai froid, je me suis bousillé le trajet. Mon esprit a pris cette habitude que je garderai. Chaque instant vécu se double de l'image de ce qu'il eût été idéalement dans la vie d'avant. En quittant la maison, j'ai intégré un outil, une sorte de comparateur de situation, réglé pour se déclencher à mon insu et dévaster en le dédoublant chaque moment qui aurait pu être bon. Un repas, un film, une surprise, un voyage, et je vois, rétroprojeté au mur du fort intérieur, le même épisode vécu aux côtés d'un Sirius capable, dans cette mise en scène trompeuse, d'une tendresse sans précédent connu, mais plus vraie que nature. Hier, un dîner dans l'avion,
Aujourd'hui, dormir dans un train et un autre jour à Paris, aux abords d'un manège où j'attendrai seul que Lou en descende, l'hologramme Sirius patientera avec moi et saura enfin aimer les jeux et les dimanches. Non, ça ne s'arrêterait pas, m'avait avoué avec une belle compassion d'autres arrachés de famille. Inutile, cruel, le principe de la vie dédoublée serait presque increvable. On embarque pour toujours. Avec lui, la malédiction des dérivants, des insulaires, l'impossible deuil du continent premier. Et puis quelques jours plus tard, ou le lendemain, je ne sais plus, je vais de la gare de l'Est au boulevard qui en prolonge l'esthétique ferroviaire. Des mesures, bruit, murs des bâtiments noirs sur 40 mètres de haut, pas de trottoir, parfum des déchets froids et marcher dans la gerbe. Les poubelles alignées entre des platanes subclaquants festonnent une piste dangereuse dont m'éjecte un cycliste sur un connasse si vibrant de haine que j'ai peur qu'il fasse demi-tour pour me renverser exprès. Parce que les biches l'énervent avec leurs petits airs, leurs petites fourrures. J'ai envie de pleurer comme une gosse. Ce n'est pas ça, rentrer chez soi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je parviens à pousser les quelques larmes que la vortioxétine laisse encore passer au travers du blindage de flegme synthétique. Je me souviens qu'elle est bleu foncé, la porte sur rue. La mienne. Si peu de marches, 11 exactement, qu'il semble que l'on descend chez soi davantage qu'on y monte. Je trouve le convecteur et l'appartement apparaît pour ce qu'il est, réaliste. Chez moi. Dans l'entrée s'entassent les cartons, ceux que j'ai laissés chez Blanche et qu'elle a eu la bonté de me livrer. L'appartement répand des odeurs fantômes, le parfum des autres, certaines crasses des sols en bois, la bouffe bricolée par le snack au rez-de-chaussée. De celui-ci, l'évacuation semble arriver dans ma salle de bain. C'est dégueulasse et c'est bien fait pour ma gueule. Chez moi, vais-je devoir me forcer, me convaincre ? J'ouvre un carton, puisqu'il s'agit de mettre un pied devant l'autre, le fouille qui me crache dans les yeux les restes froids de mon départ. Dans une boîte s'embrouillent des cahiers et une paire de gants, un mug à présent brisé, des étuis à lunettes, du thé en vrac. Dans un autre, j'ai mélangé des livres et des produits de beauté. Archéologie de ma hâte et de mes ruines. Carton, j'arrache furieusement les larges bandes d'adhésifs. Ça fait un bruit comme la douleur, qui me rappelle ce que c'est censé faire tout ça au corps à vif. Je me souviens de la violence de vivre avant les cachetons, encore un peu. Je pense à celles qui passent par là à sec, sans péridurale. Dans quel état on doit les retrouver au milieu de leurs affaires ? Le carton le plus cohérent contient uniquement des draps. Des mètres de métisses brodées aux chiffres d'aïeul qui sont les miennes et dont, en dehors de ces tissus trop lourds pour y tailler des rideaux, je n'ai rien. Ni toutes les lettres du prénom, ni les visages en photo, encore moins les histoires. Certaines parures entretenues, aérées, blanchies par des générations d'épouses, ont passé 100 ans. De ce linge qui me suit partout depuis ma première chambre en ville, peut-être depuis l'internat du lycée, Sirius disait en riant « Tes linceuls ». Je disais gravement « Mes voiles ». Pour y dormir, je déplie l'un des plus anciens. Sur le lin festonné d'un point qu'on appelle « Jour de Venise », les initiales MD s'entourent d'une luxuriante broderie anglaise. Mais ce n'est pas moi. C'est l'ouvrage d'une autre qu'on allait marier. L'une des Marie, des Madeleine ou des Marguerite qui s'exerçaient en cousant à la plus impeccable lenteur, à cette folle patience qu'il leur fallait pour tuer le temps avant l'invention de leurs droits. Ce soir, à faire ainsi mon lit dans les plis démodés de leur courage, je trouve une joie courte mais vraie. 2 jours durant, j'aménage les lieux car Lou va venir. Je sais me débrouiller. Je sais fixer une étagère dans du BA13, je possède les chevilles qui vont bien et une perceuse. J'apprends à tapisser,
Je ne sais pas fixer un lustre. On m'a livré ma table de cuisine, 80 kilos, les pieds sont en métal. Le transporteur n'est pas payé pour la monter. Il dit votre copain, votre voisin. Enfin, il faudrait, pour commencer, appeler un gars. Avec la vie au premier étage, je fais l'expérience du contraire des forêts. Le bruit est constant et les odeurs de cuisson du restaurant sur rue se désistent une fois par jour pour que s'impose celle du camion de la propreté de Paris. Mais je continue. Je tapisse la chambre de loup en vert et doré, revais le sol de sisal, trouve sur un site de seconde main une tête de lit en bambou et chez Maison du Monde, le rondin de pin qui fera office de chevet. Tout en bois, tout en verre, la forêt protège. Les filles de la biche y dorment à couvert et même la harde ne les trouve pas si elles veulent. Je vais racheter de la colle et des chevilles chez Leroy Merlin. Je m'excite un peu au rayon outillage, puis menuiserie, puis éclairage. J'approche enfin l'indépendance dans sa conception la plus rudimentaire, telle qu'assembler soi-même les éléments d'un lustre, choisir la taille du cordon et la couleur de la douille, le fil dans une main, l'interrupteur dans l'autre. Je me vois déjà demain matin savoir soudain quoi en faire et fiat lux. Et j'exécute ces gestes bourrins sans fatigue, une force de centaure dans les bras et les hanches, car voici une semaine, Zacharia a modifié ma prescription, augmentant le traitement. Je pourrais tapisser toutes les pièces. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là et merci à Florence Lecor pour cette très belle lecture de Tressaillir de Maria Pourchier et la rencontre se terminera avec une autre lecture de Florence Lecor. Et j'aimerais bien partir de cette lecture justement parce que alors Florence Lecor, vous me l'avez raconté tout à l'heure Maria, vous l'avez rencontrée parce qu'elle a monté Toutes les femmes sauf une, qui est votre livre qui est paru chez Faubert en 2018. Et vous m'avez dit, je ne l'avais jamais entendu comme ça, mon texte. Elle m'a donné à entendre mon texte autrement. Là, est-ce que vous avez entendu des choses que vous n'aviez pas vues avant dans votre livre ? Oui, exactement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la lecture de Florence, c'est qu'elle vide le texte d'un petit peu de sa fatigue, de son effroi, de l'effondrement de la narratrice, et elle fait surgir un humour et une énergie que j'ai adoré, que certainement j'ai écrite aussi, mais que moi je ne me suis jamais lue. Et en fait, je me dis, à ce passage du texte, peut-être que la narratrice commence à revivre. Et je l'ai entendue uniquement dans sa voix. Voilà. C'est incroyable. Est-ce que, en fait, de quelle manière le fait de passer par d'autres vous donne accès à votre texte ? Est-ce que dans les retours de lecture, puisque le livre est paru il y a un bon mois maintenant, qu'est-ce que les lectures extérieures vous ont appris sur votre livre ? Alors, même si ça fait un bon mois, j'ai fait que quelques salons. Ce qui m'est revenu, c'est marrant parce que vous citiez Toutes les femmes sauf une. Ce qui m'est revenu, c'est un peu la même chose. Alors, pardon, je vais m'adresser à la personne qui fait le son, mais il y a un écho quand je parle dans le micro. J'entends plus l'écho que les questions. Voilà, mais si vous pouvez... sinon, c'est pas grave. Oui, c'est beaucoup des retours de lectrices. Alors, on va me dire, il n'y a que les femmes qui lisent, c'est pas vrai, ce public en est témoin. Mais là, c'est particulièrement des femmes qui viennent me dire que ce que j'ai écrit relevait du tabou. Et la seule fois que ça m'était arrivé, à ce point, c'est-à-dire que c'est en gros une lectrice sur 3, je crois que c'était mon ouvrage sur la maternité, Toutes les femmes sauf une. Et le tabou étant le moment où le moment à la fois de honte et de regret, de honte parce que de regret, d'avoir quitté la vie d'avant
et de se sentir incapable de refaire, de ne pas être à la hauteur de cette réussite de l'émancipation et de la liberté que peut-être on attend des femmes. Voilà. Alors parce que peut-être on va resituer un petit peu, tressaillir, au cas où quelqu'un serait entré ici par hasard et si la lecture a été un peu... laisser des trous à compléter. Donc Tressaillir, votre 8e roman, Maria, 8e, comment est-ce possible ce 8e roman, donc on entend Michel, donc qui a ce prénom un petit peu démodé, qui quitte Sirius, le père de sa fille Lou, et qui se retrouve à payer un prix exorbitant. C'est le prix de la liberté qu'elle paye, qui est un prix intime, personnel, financier aussi, parce que voilà, ça veut dire aller dans un hôtel Booking à 100-150 balles la nuit. Bien. Parce que voilà, il faut réorganiser sa vie et dans ce qui se présente à elle, il y a son agente Blanche qui accepte à sa place un atelier d'écriture dans un lycée d'Épinal, dans les Vosges, qui est celui où Michel a étudié. Donc peut-être que ça sera une des étapes pour comprendre quelles étaient les origines de la peur qu'elle ressent, Michel, puisque voilà, elle tressaille, elle est marquée par ce mouvement-là qui est aussi on l'a entendu là, peut-être aussi un élément du retour à la vie, le tressaillement. Donc voilà, ça c'est pour resituer un petit peu le texte. Est-ce que le tout début qu'a lu Florence Lecor, je suis partie, comment ça marche, c'était le début de votre écriture, parce que en fait il arrive après un prologue qui est une scène de couple d'une tension terrible. Mais est-ce que vous avez commencé par écrire ça ? Non, j'ai pas commencé par les premières pages du livre telles qu'on les découvre. J'ai commencé par ce qu'a lu Florence. J'ai commencé par je suis partie, puisque pour moi il y avait pas d'avant à cette narration, il n'y avait pas d'avant à ce que je voulais restituer. Je voulais pas parler d'avant. Ça, c'était un engagement que j'avais envers moi-même, envers cette histoire. Je voulais parler des conséquences. Je voulais parler du produit d'une décision qui a longtemps été rare, voire exceptionnelle, et qui n'est pas facile pour une femme, quitter le foyer. Je ne dis pas que c'est facile pour un homme, mais c'est statistiquement plus rare. En tout cas, dans la lignée de la narratrice, c'était la première fois. Et je me suis rendu compte que le hors-champ que je laissais, l'angle mort en fait de l'histoire, en fait, on ne savait pas d'où elle venait. On pouvait se raconter n'importe quoi, on pouvait se raconter quelqu'un qui était victime d'un homme, et c'est pas du tout ce que je voulais raconter. Je voulais raconter quelque chose de plus ordinaire. C'était pas quelqu'un qui était victime d'une forme d'oppression maritale ou conjugale, pas du tout. Et c'est grâce à mon éditrice, comme souvent, Stéphanie, qui me dit, mais en quelques pages, il faut nous dire d'où elle vient, de quelle usure elle vient, même sans rien raconter de spectaculaire, mais elle me dit, trouve l'endroit où, quelque part, elle vit la journée de trop, le mot de trop, et voilà, j'ai raconté une scène ordinaire d'arrosage où en fait, parce que je crois que la violence symbolique, la violence conjugale symbolique, la façon de s'opprimer l'un l'autre, elle se déchiffre dans des trucs invisibles à l'œil nu, inaudibles pour les autres. Et ça a été un exercice de style que j'ai adoré d'ailleurs, essayer d'écrire une séquence extrêmement simple, mais où le lecteur comprenne que les protagonistes ne tiendront pas 10 minutes de plus. Et je crois qu'effectivement, ça équilibre beaucoup le livre. N'empêche que cette scène, les féministes ont ce qu'on appelle un violentomètre sur lequel on est censé établir ce qu'est la violence d'une scène, y compris s'il n'y a pas de coups, y compris même s'il n'y a pas de cris. C'est quoi le violentomètre d'un échange ? Il est haut. Là, dans la scène entre Sirius et Michel. Je l'ai pas appliqué je l'ai pas appliqué, je vous avoue, mais tant mieux s'il est haut, parce que ça veut dire que j'ai réussi mon exercice de style. Et comme je suis très scolaire, je suis contente. Feu, qui est paru en 2021 chez Fayard, Western, qui est paru chez Stock en 2023, et aujourd'hui Tressaillir, on fait de vous une espèce d'autorité sur le couple. Comment vous lisez ? Si, on vous interroge sur alors la rupture, et puis alors les rapports hommes-femmes, ça c'était pour Western, et puis Feu, alors l'adultère, Maria Pourchet, comment on se démerde avec l'adultère ? C'est comment d'être devenu une espèce de Jean-Claude Kaufmann ? Ouais.
C'est pas facile, hein. Surtout sur la moustache. Oh, pardon, on est parti sur un... Je vous laisse finir. Non, mais est-ce que vous avez envie de dire des choses sur l'amour, sur le couple, sur les rapports hommes-femmes, ou est-ce que le mouvement de l'écriture n'est pas celui de l'explication? Non, j'ai envie de dire des choses. Il se trouve que... alors je ne sais pas si c'est une généralité chez les écrivains, mais ce qui décide qu'on est écrivain pour moi, c'est les violences auxquelles on a assisté ou par lesquelles on a été traversé. On sait qu'à un moment, il faudra transformer ça en quelque chose. Il faudra donner une forme aux violences qu'on a vues, ou qu'on a entendues, qu'on a perçues, qu'on n'a pas compris. Et il y a un moment où l'enfant, l'adolescent se dit... Plus tard, dans le cadre d'une maturité, je saurai en faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est une généralité, mais j'entendais ce matin l'indépassable Laurent Mauvigné dire ça, et je me suis dit, ah tiens, ça me fait un point commun avec Laurent Mauvigné, ça m'a fait la journée. Et bref, et moi, enfant, j'ai été très émue par deux choses, par ces formes de violence symbolique qui pouvaient circuler entre des gens qui devaient s'aimer, des gens dont le devoir était de s'aimer, donc les parents, les couples. Je ne parle pas seulement de mes parents, hein, je parle de... S'il y a quelque chose que je ne comprenais, mais littéralement pas, c'est-à-dire qui entrait en conflit entre le récit et ce à quoi j'assistais, c'était l'état des couples, les tantes, les grands-parents, ce qui pouvait circuler dans les mots, dans les gestes. Je pense, enfant, j'assistais à du Chabrol en permanence, et c'est très déroutant parce qu'on peut pas demander d'explication, et puis quand on en demande, c'était de quoi tu te mêles, quoi. Il y avait cette violence-là, et puis une autre violence qui était la violence de classe, qui est encore plus compliquée à comprendre pour un enfant. Moi, je viens d'une famille en termes de milieu qui était très contrasté, et ça donne lieu à une violence symbolique qui est pareil, indéchiffrable pour un enfant. Et j'ai été obsédée par ça très longtemps. J'ai cherché des explications dans la littérature à ces deux aspects. C'est pour ça que j'ai lu beaucoup Maupassant sur le couple, et puis beaucoup Flaubert, et puis beaucoup Balzac, qui m'a même initiée à la sociologie, parce que je cherchais des explications à ce que j'avais vu dans la maison, dans les espaces intimes de la famille, dans ce qui n'est pas encore la société, mais son introduction. Et oui, j'ai toujours eu envie, à la fois prioritairement de m'expliquer ça, et ensuite de le dire. Puisque comme moi, j'ai longtemps souffert d'un défaut d'explication, d'histoire, de thème sur ce qui est tu, en fait, sur ces violences larvées qui ont toujours... Il y a toujours une violence plus spectaculaire, plus trash à raconter que ces violences-là. Et voilà, c'est ça que je fais. Et quand pour revenir à votre question initiale, quand quelqu'un vient me dire qu'il a aimé lire telle phrase ou telle description parce que c'est quelque chose qu'il a traversé, voire qu'il a labouré, et que lui ou elle n'avait pas les mots ou ne pensait même pas que c'était dissible ou que ça avait un statut, eh bien je trouve une raison de continuer. Est-ce que dans vos livres, il y a ce motif qui revient d'être la première à faire quelque chose, de rompre avec un schéma? Donc toutes les femmes sauf une, c'est celle qui va rompre avec les injonctions, qui va faire en sorte que sa fille ne reçoive pas les injonctions de haine de son genre qui lui ont été transmises. Dans Feu, c'est celle qui ne va pas écouter la voix de la raison d'un matriarcat un peu étrange qui vit sur son épaule, etc. Et là, donc, c'est celle qui malgré l'avertissement qu'on a entendu dans la lecture de Florence Lecor de « Toutes les femmes sont restées sauf une », elle est morte 3 ans après. Tire-en les conclusions que tu veux. Voilà, Michel, c'est celle qui donc décide de partir malgré cette absence de modèle. Donc l'idée, c'est aussi je sais pas si c'était de donner à lire ce que vous aviez pas eu à lire. Oui. Alors peut-être que je l'ai pas eu à lire parce que il n'y en a pas beaucoup qui ont raconté ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont raconté les premières fois qu'on casse la danse. Il y a eu Annie Ernaux qui l'a raconté littéralement, frontalement. Et moi, en dépit de tout ce qu'on peut dire sur Annie Ernaux, je trouve que son legs, il est d'une très grande puissance pour ça. Je pense que
la langue à l'usage des romancières n'est pas la même avant et après Annie Ernaux. Alors, c'est pas une visée pour moi, mais c'est vrai que c'est une obsession. Ceux qui cassent la danse, ceux qui, dans une lignée, dans une famille, dans une histoire, sont les premiers à devoir changer de modèle. Parce que c'est très dangereux de faire ça. Tous les autres les regardent, les jugent ou attendent quelque chose d'énorme. Et à un moment, il faut le faire. Et peut-être que moi-même, je me suis sentie, alors c'est peut-être une immense arrogance, hein, je me suis sentie investie de quelque chose comme ça. Et comme ça fait partie des raisons pour lesquelles j'écris, nécessairement, ça va se retraduire effectivement dans toutes les trajectoires de femmes que j'écris. Western, la définition mon livre d'avant, western, c'est ça, c'est rompre avec une logique. Le western, c'est la damnation, mais c'est passer d'un monde à un autre, c'est aller vers l'ouest. Et ça, alors peut-être parce que je suis née à l'est, effectivement, ça, de manière métaphorique ou premier degré, ça revient tout le temps. Alors, dans vos précédents livres, vous aviez, quand vous parliez de vos précédents livres, notamment Feu Western, vous mettiez en avant le travail de documentation, en tout cas de sociologue que vous aviez fait, puisque vous êtes sociologue des formations, et vous disiez que pour Feu, vous aviez été interroger des hommes sur ce que ça vous faisait de coucher avec la femme d'un autre, ce que c'était que l'impuissance, comment on le ressentait, etc. Comme vous aviez fait une enquête sociologique sur l'adultère auprès de personnes différentes. Que sur Western aussi, vous aviez travaillé votre matière de manière vraiment documentaire. Et alors là, c'est la première fois que vous dites, voilà, c'est ce que j'ai vécu une situation qui n'est pas exactement celle-là, mais j'ai vécu ces sentiments-là, j'ai vécu ce qui traverse Michel. Mais est-ce que là, vous avez fait parler d'autres personnes de ce que c'était que ce geste ? Oui, alors il y a les gens que j'ai fait parler au moment où j'ai écrit le livre pour savoir ce qui relevait dans ce que j'avais... Parce que oui, à l'âge que j'ai vécu des séparations, dont une assez spectaculaire, avec des proportions, quoi, où il s'agit de quitter des gens, des lieux, des habitudes, où il s'agit de refaire sa vie. Oui, j'ai interrogé des gens pour savoir ce qui relevait de l'exception chez moi et ce qui n'en relevait pas, ce qui relevait de l'invariant. Ça, c'est vraiment un réflexe, ça me rassure en fait de faire ça. Peut-être que j'aurais certainement écrit le même livre sans ça, mais c'est le côté méthode. Et avant de se plonger dans quelque chose, il me faisait très peur ce livre, hein. C'est pour ça que je l'ai écrit tard. Aucun livre ne m'a fait autant souffrir. C'est vraiment, je n'arrivais jamais à être à distance. Enfin, c'est vraiment un truc. Il me réveillait la nuit. Je l'ai lâché, je l'ai interrompu pour écrire un livre pour enfants tellement j'avais besoin de récréation. Et bon, j'y suis revenue. Donc, interroger les autres sur ce qu'ils vivaient, ça permettait d'avoir une distance. Donc oui, je l'ai fait. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai jamais cessé d'observer le couple. Quelque part, c'est la première formation sociale à laquelle on assiste, puisque on est la plupart du temps l'enfant de 2 parents. Et tous les jours, on est spectateur de ce théâtre, voilà. Et parfois, le spectacle qu'on voit, c'est celui d'une certaine corruption de cette forme-là, d'une dégradation, et dans le pire des cas, d'une explosion. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé enfant. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai été très attentive, à chaque fois que j'ai vu des choses se défaire et des gens devoir refaire, très émue par ce passage terrible d'une version à une autre de son existence. Parce que j'ai vu aussi des gens qui ne s'en remettaient pas. C'est quelque chose de discret, c'est très ordinaire comme performance, mais qui m'a toujours bouleversée. Voilà. Et c'était ça l'enquête. L'enquête, elle a commencé bien plus tôt. J'étais vraiment pas sûre que j'écrive ce livre. En plus, j'avais déjà l'impression de l'avoir écrit parce que finalement, le thème de la séparation, il est récurrent dans tous mes livres. Si ça se trouve, c'est peut-être même vous qui me l'avez des avancées. Des avancées, le premier roman qui est paru en 2012. Ouais. Et ce dont j'avais jamais parlé, c'est du coup. C'est du mensonge social aussi qui peut entourer cette question de la séparation pour les femmes, avec beaucoup de récits sur la liberté retrouvée, sur le temps pour soi avec la garde alternée.
qui deviennent des vérités, hein, à un moment, dans certains cas, certainement, enfin, qui deviennent des vérités. Mais il y a toute cette espèce de trou spatio-temporel où c'est faux, et en fait, où il n'y avait pas de récit pour accompagner ces moments-là. Est-ce que dans les difficultés qui vous ont été posées, il y a eu la manière de donner de l'espace à d'autres personnes que Michel? Parce que donc là, on a entendu dans la voix de Florence Lecor le monologue, enfin en tout cas la parole de Michel à la première personne. D'ailleurs, vous le considérez comme un monologue ou comme des écrits? Le roman? Oui, la partie au jeu, parce qu'il n'y a pas que la partie au jeu. Ah non. Est-ce que c'est un monologue? Alors peut-être, mais alors pour le coup, c'est une question que je me suis jamais posée. Mais donc, il y a cette partie à la première personne de Michel, et puis il y a des espaces qui sont alloués à la pensée d'autres, et qui sont, eux, en discours indirect libre, à la troisième personne. Ils ne sont pas à la première personne, mais on entend le point de vue de Sirius, donc son ex-compagnon, on entend le point de vue de son psy, Zacharia, on entend... Surtout, moi, c'est ma chouchoute, Lucie, qui est une lycéenne qui voit arriver Michel et qui se dit, mais enfin, cette personne est grotesque. Mais donc, pouvoir faire entrer d'autres personnes dans ce récit aussi dense, est-ce que ça a été une des difficultés de l'écriture ? Alors, ça n'a pas été une difficulté. J'étais très contente au moment où ces voix sont apparues, puisque j'étais persuadée que j'allais faire un livre donc à la première personne du début à la fin, sur donc, le coût de la décision, le coût de la volonté de partir chez une femme pendant 12 à 24 mois. Et je commençais à raconter ça. Et progressivement, je parlais d'angle mort tout à l'heure. Alors, l'angle mort qu'on citait tout à l'heure avec le début, moi, je ne m'en suis pas aperçue. Mais je m'apercevais, à mesure que j'avançais dans le texte tel que sur une route, je me disais, mais en fait, je suis en train de raconter l'histoire d'une... Ça m'a fait le même effet. Vous savez, quand les gens, quand on écoute des amis raconter leur séparation et que le récit, à un moment, devient extrêmement bancal et souffre du point de vue de l'autre. Et en fait, on se dit, mais je fais déjà l'objet d'une manipulation. Peut-être, il faut que j'appelle mon autre ami. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Genre, cette narratrice, elle commençait même à m'énerver. Je disais, mais attends, mais t'exagères, quoi. Enfin, t'es pas gêné, quoi. Et à un moment, je me souviens, comme souvent, quand j'ai pas une fulgurance, mais allez, fulgurance. Allez, ça fait génie. Où j'ai une certitude, c'est précédé par une nuit blanche. Et je me suis levée à 5h du matin, et la voix de Sirius est apparue, comme ça, elle est apparue, ouais. Le soleil se levait, la voix de Sirius, continuons, hein. La voix de Sirius est venue, où il était tanké dans sa voiture, en train de regarder à la fenêtre, et en disant, mais là, connasse, quoi. C'est un mot qui revient beaucoup. Hein, et à la fois encore traversé d'un amour qu'il avait oublié et éprouvé depuis des années. Et ce type-là, qui est dans sa voiture à l'heure où j'écris, je pense que ces pages me sont venues à ce moment, et c'est peut-être ça fait partie des pages que je préfère dans ce livre, parce que c'est génial pour une romancière d'aller dans la psyché d'un homme et inversement. Ça, pour moi, c'est l'exercice que je préfère dans mon métier, et où il passe par le statut de victime, et puis après, il doit reconnaître dans un accès de fatigue et de lucidité qui va durer 30 secondes, que quand même il l'a un petit peu cherché. Et j'ai adoré écrire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la voix de Sirius m'a manqué, parce que je rendais ma narratrice, je rendais le livre malhonnête. Pour moi, on ne peut pas raconter, sauf c'est pas quelqu'un qui est victime d'un homme, hein, encore une fois, elle est victime de sa propre histoire, de son histoire à lui, en gros de gens qui se sont trouvés à un moment pris par l'épuisement d'être à deux, quoi. Et je ne peux pas raconter ça si je ne fais pas surgir le point de vue de Sirius. Je voulais vraiment pas avoir un texte de femme opprimée. Elle est opprimée par quelque chose. Elle est opprimée par un truc, par un fantôme, parce avant d'être l'effet d'un couple, on est le résultat de son enfance, on est le produit de son enfance et de peurs bien ancestrales au fait de faire couple. Et voilà, et je serais passée à côté du projet si j'avais pas fait surgir ce type.
Lucie, là, donc à un moment, elle va, l'ado que vous aimez, à un moment, elle va dans son ancien lycée pour donner un atelier d'écriture. Et là, c'est pareil, elle recommençait à m'énerver, la narratrice, où je me disais, enfin, les gamins, parce qu'on en voit hein, souvent des lycéens, et moi, je vois bien que ce qui passe dans leurs yeux... Alors, Maria était au concours des lycéens ce matin. Ouais. Et quand même, dans un cas sur deux, c'est un ennui poli, quoi. Et ils sont pas toujours le choix d'être là. Et on est obligé de se demander, mais qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi avec mes tics, avec mon livre qu'ils n'ont pas lu, parce qu'il y a plus urgent, parce que... Et j'ai terriblement eu envie de me mettre dans la peau d'une gamine qui non seulement regarderait la narratrice, mais me regarderait. Et ça, donc cet exercice, ça fait deuxième exercice qu'on adore, c'est l'autoflagellation, parce que du coup, comme on le fait, et ben du coup, ça peut dissuader quelqu'un d'autre de le faire. Et ça, je recommande ça à tout le monde, sur quelques pages. Voilà. Et donc, c'est ce moment salutaire où je m'en suis mis plein la tronche. Et après, ça allait mieux. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du rôle des adolescents chez vous ? Parce que voilà, c'est une espèce de sérum de vérité, mais aussi c'est un ressort d'humour remarquable. Qu'on songe à Fabien, le narrateur de Champion, qui était votre troisième roman, ou à Vera, qui est la pyromane de Feu, qui est un espèce de génie du mal. Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce rapport à l'adolescence, c'est-à-dire à la fois comme voix, comme regard, et est-ce que c'est depuis l'adolescente que vous étiez que vous écrivez ? Ah oui, c'est toujours... de toute façon, les romans, c'est un peu comme les rêves. Je crois que on dit que quand on rêve, qu'on est dans un rêve et tous les personnages autour, en fait, c'est nous. Mais c'est des profils différents de notre subconscient, mais en fait, c'est toujours nous. Dans le roman... s'il y a 5 personnages dans un roman, c'est 5 fois nous, à des endroits différents du scénario. Et donc je parle toujours depuis mon adolescence. L'adolescence, je l'ai éprouvée et je l'observe encore, si je ne m'illusionne pas trop, comme un moment d'extrême lucidité, qui est dramatisé par le fait de naissance de la lucidité, et on s'en aperçoit parce que c'est dramatisé par une absence de filtre. J'ai remarqué qu'on retrouve la même chose. Moi, mes parents vieillissent et je me dis, tiens, à nouveau, il y a disparition des filtres précisément au moment où il faudrait les mettre. Et l'adolescence, c'est ça. C'est-à-dire que pour ce qu'ils ont à dire, on aimerait tellement que ça soit absorbé par quelque chose. Mais en fait, c'est fabuleux. En fait, on a accès à une vérité, à une colère. Il y a des visions, en fait, dans la colère des ados. Et en tout cas, pour moi, c'était ce lieu-là, sauf qu'il n'y a pas eu suffisamment d'expression. C'est-à-dire que je n'étais pas dans un environnement où mon adolescence a plus exprimé. Donc, et je pense que si parmi vous, des gens ont des ados, c'est absolument nécessaire de les laisser dire n'importe quoi. Moi, j'ai pas pu. On sera sans souvenir, Maria, le jour venu. Vraiment. Et donc, dans chacun de mes livres, je réserve une place à cette colère-là, qui est effectivement exactement la mienne. Et en plus, c'est très pratique parce qu'on pardonne énormément de choses à la soi-disant déficit de code, soi-disant inculture des adolescents, leur soi-disant... déficit de lexique, tout ça. Et du coup, ça permet en plus à la langue des trucs géniaux, quoi. On peut prendre tous les sens interdits. C'est pas... c'est un ado qui parle, quoi. C'est la papesse en la matière, c'est des pentes. Non, voilà, oui, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question, mais il y a aussi, vient régulièrement le lycée comme lieu de l'apprentissage du social. Je crois que c'était dans Feu qu'on lisait l'utérus et le lycée, tout part de là. Ouais, ça c'est... Alors, encore un truc que j'ai enquêté pour savoir si c'était le produit de mon délire à moi ou si c'était un peu partagé. Ouais, je crois que le lycée, c'est une grosse épreuve sociale parce que c'est la vraie. Le collège, c'en est une aussi. On découvre une sorte il y a une violence du collège, mais qui ne ressemble pas à la violence de la société.
Moi, je me souviens que le collège, c'était vraiment les plus grandes gueules, les plus beaux, les plus forts qui avaient le dessus. C'était les plus. Il y avait toujours cette partition qu'on retrouvera toute sa vie entre dominant et dominé, quoi qu'on se raconte, quels que soient les faibles, les forts, les nantis, les démunis, quelles que soient les étiquettes qu'on donne, c'est ce qu'on commence à éprouver dès le collège. Je ne sais pas pourquoi seulement au collège et pourquoi pas trop avant. Mais en tout cas, au collège, il y a un truc assez rudimentaire de les beaux gosses, les moins jolis, ceux qui ont du style, ceux qui n'en ont pas. Et en fait, au lycée, ça devient beaucoup plus pervers parce que ça devient beaucoup plus réel, quoi. On commence à savoir qui a un legs, qui hérite de quoi, est-ce qu'il va réussir à en faire. On commence à comprendre la face un peu sombre de la société. En tout cas, moi, je me souviens vraiment de ça, et pour en avoir parlé avec d'autres lycéens, c'est notamment Nicolas Mathieu, avec qui on était dans le même lycée, je crois que c'est quelque chose de partagé. On commence à comprendre au lycée comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner, et avec quoi contre quoi il faudra combattre, et avec quoi il faudra composer. Et ça, moi, je me souviens que c'était un très grand motif de dépression. Qui ne pouvait même pas porter son nom parce que ça s'appelait de toute façon la lucidité. Et c'était ça qui nous arrivait, et les parents ne pouvaient pas nous le dire, ça, voilà, t'as compris, quoi. Et même chose sur les rapports amoureux, alors qu'au lycée, c'est pareil, c'est très animal, en fait, les rapports amoureux, au collège. Et ce moment-là, ce moment qui est tragique, qui est un tournant, parce qu'on sait vraiment qu'il faudra faire avec ce qu'on a. Ça donne déjà une idée de la suite. Et donc c'est un moment décisif auquel je reviens en permanence, mais je reviens dans mes livres, je reviens dans mes rêves, je reviens dans mes relations. Le lycée. Alors c'est vous qui avez fait le lien entre les animaux et les lycéens, c'est pas moi. Oui. Non mais vous m'avez compris. Non mais la question de l'animalité aussi est centrale dans tout votre travail, mais dans Tressaillir de manière encore plus officielle. C'est-à-dire que c'est vraiment un motif travaillé qui revient avec Michel qui s'autodésigne comme biche, qui revient dans la forêt des Vosges d'où elle vient. Et parce que dans d'autres de vos livres, il y a la question de l'état sauvage qui se posait beaucoup. C'est-à-dire, c'était le nom de l'entreprise cosmétique que créait la narratrice des Impatiences, et c'était quelque chose auquel aspirait profondément Laure dans Feu. Est-ce que vous faites une différence entre cette question de l'animalité et ce que c'est que la sauvagerie ? Je crois pas. Je crois pas que je fasse la différence. Pour moi, c'est un signe très... c'est très aspirationnel, l'animal. C'est à la fois là d'où on part, mais il y a quelque chose de profond à aller rechercher, quelque chose de l'ordre du sachant et du sauvage à la fois. Alors ça correspond peut-être à des mystiques New Age totalement ringardes, mais moi, je suis encore travaillée par ça. Et je sais pourquoi, puisqu'on parlait de société tout à l'heure. Je disais qu'on est avant tout le produit de notre enfance. Chronologiquement, c'est assez logique. Moi, je vivais la maison de mes parents était en bordure de forêt, et donc tête à tête infini avec la forêt des Vosges, hêtres, charmes, presque de la forêt primaire, quoi, vraiment de la belle forêt. Et je voyais beaucoup plus de bêtes que de gens. En plus, on n'avait pas d'animaux domestiques parce que mes parents trouvaient ça inutile, vu qu'il y en avait quand même plein autour, possiblement à récupérer, à soigner, tout ça. Et il y a beaucoup d'animaux qui s'approchent. On voit beaucoup de cervidés, donc les cerfs, les biches, les faons. On voit tous les rongeurs, on voit les renards, on voit pas de loups parce qu'ils ont été réintroduits plus tard. On voit tout ce qui fait l'objet d'une chasse, en fait. Et moi, c'est le début de mon imaginaire, d'avoir des animaux à moi. Si un oiseau tombait d'un nid, on le récupérait parce que on savait que la mère n'allait pas le nourrir. On ne pouvait tuer aucun animal. On récupérait même une abeille, sacrilège d'entre les sacrilèges. On récupérait les hérissons. C'est vraiment la première société que j'ai observée. Comment ça fonctionne.
les animaux. Donc, dans tous les livres d'avant, je m'en suis un petit peu prémunie parce que je ne voulais pas faire trop rural. J'avais quand même fait l'effort de monter à Paris, donc il ne s'agissait pas de le... Et donc la métaphore animalière, je la mettais très très loin, puis surtout c'était pas une métaphore, quoi. Je mettais des animaux dans mes livres. Voilà, il y a le Fabien de Champion, il est incarné par un loup. Enfin, lui, il s'exprime en tant que loup, il est persuadé d'être un loup. Pour le dire vite, c'est peut-être ça les animaux totems, j'en sais rien. Enfin, pour moi, c'est les animaux. Et là, je me suis un peu plus lâchée sur cette question d'en tressaillir parce que je me suis dit, allez, ça va passer, on va me le pardonner davantage. Et comme c'est un roman sur la peur, ce qui caractérise Michel, c'est qu'elle a peur. C'est quelqu'un qui esquive, c'est quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive, c'est quelqu'un à qui ses décisions coûtent beaucoup parce que tout de suite, elle a peur de s'être plantée. Il faut qu'elle aille se remettre à l'abri très vite. Elle ne se sent bien que si elle fait l'objet d'une vigilance de quelqu'un d'autre. Mais à la fois, elle veut lutter contre ça. Et la biche... Et j'ai trouvé le fil de mon roman quand le motif de la biche s'est imposé dedans. La biche, c'est l'expression même de la peur. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont en forêt ou qui, comme moi, ont grandi en lisière de forêt. La biche, elle incarne les deux fonctions de la peur, la fonction vitale et la fonction morbide. Donc la fonction vitale de la peur, on la connaît, hein, c'est ce qui est à l'origine de la survie de l'espèce, c'est ce qui fait qu'on va anticiper le danger, on va avoir des stratégies pour l'éviter ou pour le fatiguer. Et puis la fonction morbide, c'est quand la peur paralyse tout ce qu'on a d'humain, quoi, la parole, le mouvement, la volonté, le désir. Et la biche, c'est exactement ça. Quand j'étais enfant, c'est l'animal qui vous laisse approcher le plus près, parce qu'en fait, il vous a vu depuis longtemps, mais le fait de vous mettre en confiance et de vous laisser approcher, à la fois, ça vous fatigue, vous, ça vous limite, ça limite vos instincts de prédateur, et puis vous me dites si c'est pénible. Hein. C'est vraiment... Tes mamies racontent. Et lui, ça lui permet de réfléchir à par où il va partir. Et il part au moment où vraiment, ah super, elle me laisse approcher, les mignonnes et tout. Mais la même biche peut courir. La peur la fait courir très longtemps. Et à un moment, sa fatigue empoisonne ses muscles. Il se passe quelque chose de physiologique qui fait qu'elle s'empoisonne. Le cerf aussi d'ailleurs, mais bon, on n'est pas sur les cerfs. Et là, mais sa mort ne sert pas à rien. C'est ça qui est formidable chez les animaux, pour militer pour ce que je disais tout à l'heure. Sa mort ne sert pas à rien, puisque quand elle va s'écrouler, elle le fait à un moment opportun, de manière à détourner les chiens, les chasseurs, enfin le prédateur quelconque, pour sauver le reste de la harde, et prioritairement le faon, biche oblige. Et c'est pour ça que la peur, c'est très négatif, mais en même temps très utile à la survie dans la forêt comme dans la société. Alors, ces motifs et ce retour de Michel, d'où elle vient, sur l'île des origines, ça vous permet, au-delà du fait que vous vous autorisez à faire rural, c'est aussi d'un point de vue littéraire la possibilité d'écrire la nature, vous qui êtes une grande lectrice de grands auteurs de la nature comme Giono et Colette. Et ça, ce fait de se confronter à ce qui sont vos paysages originels et d'écrire dessus, ça vous a fait quoi ? Ça vous apporte, qu'est-ce que ça accomplit chez vous comme écrivaine ? Alors, comme individu, déjà, un grand soulagement, parce que pour des raisons que j'éclaire dans le livre, je ne sais pas si on en parlera, j'ai longtemps mis à distance l'endroit d'où je venais, à savoir les Vosges. Moi, ce que j'ai vu de plus beau, c'est les Hauts-de-Vosges. Vraiment, je parlais de forêt primaire tout à l'heure. C'est une forêt tellement ancienne, les Vosges. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui a été replanté après 14. Mais même, c'est quand même très vieux comme forêt. C'est des forêts cathédrales, quoi. Et les Hauts-de-Vosges, c'est pas très habité. Pour moi, voilà, c'est magnifique. Et pourtant, j'ai vraiment condamné ça. J'ai vraiment condamné ce paysage dans mon imaginaire. Je suis allée découvrir plein d'autres pays. J'ai associé la beauté de manière extrêmement attendue et limite vulgaire à la Toscane, tout ça. Alors que franchement, les Vosges, ça a quand même de la gueule. Et là, je me réconcilie. Je me réconcilie avec
ce gros segment de mon histoire qui est me déterminant dans ce que je suis en faisant quelque chose en littérature. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est la fonction de ce qu'on fait, quoi. On fait des livres pour apaiser des choses, pour guérir des choses, pour donner une forme à quelque chose de douloureux ou de compliqué, pour pouvoir une fois on lui a donné une forme, on peut le regarder de loin et on peut le comprendre, on peut le partager, et voilà, et après ça va beaucoup mieux. Donc écrire sur les Vosges, pour moi, ça, avant d'avoir un bénéfice littéraire, ça a vraiment presque un bénéfice thérapeutique. Et mon père aussi était très très content parce que lui, il est resté dans les Vosges et il comprenait pas pourquoi je parlais d'autres coins. Et voilà. Et voilà. Alors, pardon, sans transition, parce qu'on va retrouver prochainement Florence Lecor pour la lecture de clôture de cette rencontre. Mais, puisque je ne veux rien dévoiler aux lecteurs qui n'auraient pas, enfin, aux spectateurs qui n'auraient pas encore lu Tressaillir, mais... Qui ça ah non, mais attends, on espère que vous allez vendre des livres là, à la sortie, madame. Non, mais on va entendre le prénom de Grégory. Donc, pour éclairer autant que possible sans gâcher, est-ce que vous voulez juste dire pourquoi, ou en quelques mots, pourquoi il est question d'un Grégory sur lequel on va se séparer. Donc, alors, sans divulgacher, c'est chaud. Mais, il est question à un moment de la trajectoire réparatrice de Michel, il est question de l'affaire Grégory, puisqu'elle mène une enquête pour retrouver finalement les fantômes. Elle va retrouver tous les fantômes de son enfance. Et en 84, je peux dire là pour le coup, puisque parmi toutes les choses que je fais, donc c'est pas une autobiographie, loin de là, mais comme vous l'avez dit, je fais peser beaucoup de choses sur ma narratrice, pas sa réalité sociale, matérielle, tout ça, mais ses émotions, ce sont les miennes, sinon je ne saurais pas les écrire. Et je raconte un épisode donc moi je suis née en 80, à quelques kilomètres du village où le petit Grégory Villemain a été assassiné. Il est né en 1980 comme moi, il avait le même âge, il allait dans une école voisine. Et cet épisode-là a été absolument déterminant sur pas ce que je suis, mais ce que je porte, sur une certaine fragilité, un certain rapport au monde. Puisque donc, tout le monde le sait, je pense c'est un mystère total. On ne sait pas, ça s'est passé en quelques heures. On n'a jamais su qui c'était. On a parlé de la famille. Dans un village de très peu de personnes, personne n'a parlé. Et donc pour un enfant de 4 ans qui comprend qu'un autre enfant de 4 ans, il peut y arriver ça. Et il y avait plutôt une tradition du silence à l'époque, au moment des grands faits divers et des grands scandales. Le seul truc qu'on a commencé à nous expliquer, je me souviens, c'était 86, Tchernobyl, parce que c'était juste à côté et qu'il y avait des mesures sanitaires et des mesures de sécurité. Mais on aurait pu administrer les mêmes aux enfants de 84, puisque je pense que pendant des décennies, et peut-être encore aujourd'hui, je subis les radiations de ce drame qu'on ne nous a pas expliqué. Juste cet après-midi, un enfant qui jouait chez lui a été retrouvé mort, ligoté, noyé dans une rivière 3 heures plus tard. Et évidemment, si Michel revient dans les Vosges, je ne dis pas dans quelles circonstances, elle va retrouver ce fantôme. Voilà. Et on va écouter Florence Lecor. TGV Inouï 2580. Le train a passé Nancy, la ville sans fleuve qu'une brume matinale nous aura masquée. Lou a retrouvé toute la gravité de son âge. Elle s'interroge à voix haute sur les potagers ouvriers alignés le long des rails. Comment peut-on récolter ces légumes sans risquer sa vie ? Je suggère des manières, des prudences. Elle n'écoute pas. Elle doit avoir son idée qu'elle veut couver, et tant mieux. De l'épisode de l'avant-veille au mariage, elle ne veut pareillement rien dire, répétant « ce n'est pas grave ». Cette phrase qu'on lui adresse à elle quand s'exprime un désarroi contre quoi nous ne pouvons rien. Je ne lui dis rien de Grégory.
Elle aura ses propres récits d'épouvante, d'autres fantômes. Et peut-être que déjà, sa peur vit de quelque chose d'absent qui porte un prénom que moi j'ai oublié. Paris, ville à recommencer, approchait. Il est une musique que j'entends souvent, des paroles de chansons qui montent de l'adolescence et résonnent quand les instants sont décisifs et calmes, quand il faut décider pour soi, pas pour la journée, pour la vie. Et puis qu'est-ce qu'elle a bien pu faire juste après ? Le titre est écrit par Goldman, il le chanta avec Carol Fredericks et Michael Jones. Je l'ai découvert à 14 ans, filtrant de quelques autoradios, et j'ai demandé le CD pour Noël. J'ignore de quoi parle cette chanson, quelle femme, quel choc, mais elle posait pour moi la vraie question au piano. Qu'est-ce qu'on peut bien faire juste après ? À écouter le morceau en boucle, s'imposa une évidence que je tins d'instinct pour précieuse. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il lui arrive à elle, il s'agira toujours de continuer. Depuis, c'est drôle. Après chacun des grands coups, chaque grand saut, après les plus violentes vérités apprises et juste avant de trouver comment poursuivre, je l'entends. Nous remontions le boulevard de Strasbourg, la valise après nous. D'ordinaire, j'évite ce trajet, le plus souvent possible du moins, parce que Lou, qui rêve d'infinies tresses, voudrait qu'on lui achète des cheveux. Et toujours Lou s'arrête, bouche bée, la supplique dans les yeux, puis veut me pousser à l'intérieur. Les Ivoiriennes, aussitôt complices, lui crient « Entre, princesse, quand ta maman, elle va voir les perles sur ta tête, elle en voudra aussi !» Ce qui est amusant la première fois. Ça n'a pas raté. Lou a tenté d'entrer au palais de la Natte, puis chez Mamatif s'est vu offrir des cartes de visite, comme d'habitude. Mais là, j'ai promis, nous le ferions. Un jour, nous aussi, nous aurions des crinières pour le plaisir de les secouer. On les coupera quand on voudra. Et puis pourquoi un jour, disons samedi prochain ? Elle n'en croyait pas ses oreilles, moi non plus. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ? Se balader, prendre l'air, oublier le sang, les terres. Réservation est faite d'un créneau de 3 heures chez le coiffeur. Qu'est-ce qui me prend ? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. D'où m'arrivait cette phrase aberrante, d'où ça sort ? Je fais ce que je veux. Le refrain voyou, ivre de lui-même, se monte le son tout seul, tandis que nous obliquons sur le boulevard de Bonne Nouvelle. Je fais ce que je veux. Et soudain, quand j'imagine les années à venir, je voue d'avance une haine élémentaire envers qui prétendrait s'opposer à l'exercice de ma souveraineté balbutiante. Je pense, quiconque m'entrave à présent que je dispose de moi-même, le premier qui prétend m'empêcher, quiconque revendique son mot à dire, disparaît. Je rentre quand je veux, je pars si besoin. Où, pourquoi maintenant ? Je ne m'en défendrai plus. Et la phrase aussi me revient, la fameuse, avec la voix des hommes qui l'ont dite. C'est le prix de la liberté. Alors c'est pour elle que depuis 40 ans je paie. Pour cette folle sensation primaire, frustre, mélange de sensualité, de colère et de puissance qui doit agiter tous les enfants de 4 ans sains d'esprit. Je songe tant d'études, tant de poses et d'analyses, de tentatives d'appartenance à la civilisation, de braconnage, de raffinement des arts, de faire bonne figure pour arriver au bout à cette basique ivresse du mouvement par quoi j'ai dû commencer. Quel nom porte ce qui à l'instant hurle, tranquille, je fais ce que je veux, fasciné par sa propre certitude, heureux des dégâts qu'il annonce. Vraiment, quel nom ? Si c'est le mien, il est tard, mais ça valait le coup. À ta mémoire, Grégory, à tes jeux dans l'herbe du dernier jour, à tes amours. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup. Merci Florence, merci Maria Pourchet. Vous allez retrouver Maria à la sortie pour une dédicace. Merci beaucoup à tous, bonne soirée.